Left, right, left, right, left, right. Rencontre avec Sébastien Henry dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du dispositif médical. Une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Mise en avant aujourd'hui d'un serial entrepreneur. Sébastien a en effet créé 2 entreprises en moins de 15 ans avec un succès tout à fait remarquable sur le territoire byzantin. Je me souviens de ce matin de septembre 2011 où je reçois un appel de Sébastien, que je ne connais pas encore, qui me parle de son projet, qui plus tard prendra la forme de OneFit Medical et qui recherche des stagiaires pour accompagner le développement de son idée. Depuis, on peut se dire que l'on a appris à se connaître et qu'il m'a souvent sollicité pour le recrutement de ses ingénieurs. L'enthousiasme, l'optimisme, la détermination de Sébastien font mon admiration et avec lui, tout semble simple. Chaque fois qu'il me présente un nouveau projet, j'ai l'impression que tout coule de source et que c'est facilement réalisable. La réussite de OneFit Medical dans un premier temps a été rapide et remarquable, et celle de Pixie Medical dans un deuxième temps, où il s'est égaré un peu au début en partant s'exiler hors de Besançon, avant de revenir et de construire un nouveau succès. Son expertise en orthopédie, il l'a construite auprès de grosses structures au début de sa carrière, et son réseau dans ce domaine est assez unique. Il est aujourd'hui dans l'écosystème MedTech de la région un acteur incontournable. Je suis ravi que ce franc-comtois ait accepté de répondre à mes questions dans le cadre de You Talking to Me. Bonjour Sébastien. Bonjour Florent, content de te voir. Moi aussi. Comment vas-tu aujourd'hui? J'ai fait 6 heures de voiture pour venir à Besançon parce que j'habite dans le sud de la France et je viens d'enchaîner 6 heures de réunion. C'est la dure vie du CEO Et tu aujourd'hui de et, gérer des plannings un peu étranges comme celui-là, mais je suis toujours content d'être à Besançon auprès des équipes de Pixie. et tu as fait de la route, tu as pris le train ou tu es venu en voiture? Non, je suis venu en voiture parce que j'ai mon Ah, bien. fils qui est en Ah, stage chez Pixie. ah, J'ai le plaisir de lui présenter les avancées de l'IA. On travaille sur l'IA et je voulais qu'avant de partir sur son master, il s'intéresse à ce sujet qui doit intéresser toutes les entreprises aujourd'hui. d'accord. Alors, on a déjà démarré la discussion et j'aime bien commencer par la première question, c'est tu es qui toi, Sébastien? Comment tu te qualifies? Je me qualifie pas, je suis ce que je suis ce que la vie a fait de moi et je dirais ce que les opportunités ont fait de moi. C'est-à-dire que des fois, je dis à mon fils: «Je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie». Parce qu'en fait, j'ai jamais décidé, j'ai toujours saisi des opportunités. Il y a des gens et des étudiants d'ISIFC que j'ai rencontrés qui avaient des plans de carrière. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Je me suis inscrit en fac, je me suis inscrit en médecine, en physique, en économie, puis je suis allé en économie par facilité. Et de l'économie, je suis allé, à un master d'économétrie parce que j'aimais les maths, mais j'aimais pas l'économétrie. Et quand je suis sorti, bah, j'avais mon diplôme et il fallait que je travaille, pour des Mais qui raisons, t'a mais ouais, vas-y. Sébastien, c'est quoi qui t'a guidé? C'est les matières, c'est les personnes, c'est les pourquoi tu es parti en économétrie et pas Alors l'économie parce que c'était ce qui me physique, je me voyais professeur de physique, médecin, ouais, médecine, je me voyais médecin. Économie, ça m'ouvrait à tout. En fait, j'ai cherché à me fermer le moins de portes possible pendant tous mes parcours, à garder toujours, la curiosité et l'ouverture, pour me donner le plus de choix possible. Mais après, il faut prendre des choix. Ouvrir les opportunités, c'est quand même avoir la capacité de prendre des choix. Alors ça, j'ai toujours pris des choix, pris des décisions et ma curiosité a fait que je me suis intéressé à tout et le médical est arrivé par hasard dans ces choix. Mais aujourd'hui, je me définis comme quelqu'un qui a gardé sa curiosité d'enfant, mais qui est devenu mature, et qui s'est endurci parce qu'il y a comme une notion de carapace qu'on laisse parfois paraître aux gens. Mais j'espère que j'ai encore en moi ce cœur d'enfant et j'essaye de penser à moi quand j'ai changé, mais j'essaye de garder toujours cette curiosité qui fait que quand j'étais jeune, j'adorais, découvrir, apprendre, alors moi je suis de l'ancienne génération, hein. Mon ouais, bouquin de chevet, c'était le Quid. C'était un genre de ouais, dictionnaire, universel et et j'ai connu, voilà. ouais, Voilà, ouais. et moi j'adorais, apprendre tout sur tout. Donc voilà, c'est une période curieuse, une personne curieuse qui a grandi, mais qui recherche toujours à retrouver sans nostalgie, Ça mais ouais, ouais. en gardant ce côté-là. Et donc tu OK, donc tu fais des études, là où ça te
là où Ça te mène. porte le vent, là où ça te mène. Ouais. C'est quoi tes premières expériences professionnelles? Donc, tu as un master en économétrie, c'est Ouais, ça? économétrie, ouais, de Ouais, Strasbourg. Alors, tous mes de copains partent à Strasbourg? Ouais. Besançon, moi je suis parti à Strasbourg. Me demande pas Parce que toi, pourquoi, je t'es. voulais pas faire comme les autres. Ouais. Et tu as fait ton lycée à où ça, toi? À À Besançon? Montbéliard, moi je À suis né Montbéliard? à Ok. Montbéliard, mes À Montbéliard, parents ok. ouvriers, je pars faire mes études à Strasbourg, mon service militaire à Strasbourg et en fait, un événement familial fait que je dois aider ma mère, et je voulais pas revenir à Montbéliard, moi je voulais partir, à 18 ans, je prenais mon sac à dos pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, voilà, j'étais un voyageur et Aventurier. pour moi, je suis bien où on me pose, je suis bien à n'importe quel endroit, j'y découvre les gens, j'y découvre les cultures, voilà. Ça, je suis pas quelqu'un de Montbéliard. Montbéliard, c'est l'endroit où je suis né. J'ai aimé Montbéliard. Il faut être né à Montbéliard pour aimer Montbéliard. Mais j'ai été obligé d'y revenir. Je dois chercher du travail pour aider ma mère. Et je m'inscris sur le Minitel, hein, vraiment ancienne génération, hein, Pôle emploi, la NPE à l'époque. Et il me trouve un petit boulot de 3 mois. Je dis, bon, c'est bon, je vais gagner un peu d'argent. Et je pense que c'est un sous-traitant de chez Peugeot. Montbéliard, c'est des usines Peugeot. Mmh. Et je vois une entreprise qui s'appelle Protec. Je passe l'entrevue et c'est une entreprise qui fait des Ouais. implants, des prothèses, des implants chirurgicaux. Protec est aujourd'hui devenu Zimmer. Mmh. Mmh. Et au bout d'une semaine, j'ai pas de réponse. J'appelle et on me dit bah non, vous n'avez pas été retenu. Et là, gros choc. Et c'était mon première entrevue. C'est la première fois que je mettais une cravate, que je mettais un costume. Et Tu avais jamais des cravates, toi? ouais, elle était moche, la première, hein, elle était vraiment pas belle. Je crois qu'il y avait des fleurs dessus, vraiment, je pense que j'ai amélioré mes goûts dans ce style-là. Mais la personne me dit, je dis: «Mais pourquoi j'ai été refusé?» Vraiment, j'étais choqué, hein. «Pourquoi j'ai été refusé?» Elle me dit: «Vous êtes surqualifié». Ah, j'ai dit: «Oh, vous m'avez fait peur, j'ai cru que j'étais pas qualifié. Alors, je reviens, on va discuter, on va trouver un arrangement». J'étais vraiment, comme ça, j'ai été embauché et mon premier contrat, ils sont arrivés, je pensais signer un contrat de CDD, ils m'ont proposé un CDI. Ils m'ont dit: «Non, non, on pense, vous allez commencer en bas de l'échelle, mais on croit en vous» et j'ai eu un parcours incroyable en 3 ans en appliquant ce que j'avais appris à l'école dans un domaine médical, mais qui n'avait rien à voir avec, ce que le médical est arrivé par hasard. Je gérais des données, des statistiques, des prévisions, des modélisations, mais c'était toujours dans le domaine médical, mon premier pas, qui n'avait rien de médical, en fait. C'était vraiment, j'aurais pu travailler chez un fabricant de bonbons et j'aurais fait le même travail. Voilà. Mais mon rêve, c'est de partir au Canada. Donc, en fait, c'était une première expérience que j'ai pensé clôturer assez rapidement. Au bout de 3 ans, il fallait 3 ans d'expérience pour avoir le visa d'immigration au Canada. J'ai pris mon visa, je suis parti au Canada, j'ai démissionné. Et c'est étrange parce que je suis dans une famille où les gens ont toujours travaillé dans la même entreprise. Et au bout de 3 ans, je démissionnais de la boîte de Montbéliard dans le médical. Et on me disait, mais t'es fou. Et je dis, moi, c'est ça ma vie. Ça sera de prendre des défis, de sauter dans le vide. Et je pars au Canada, j'ai pas de travail. Et j'arrive là-bas et je retombe dans le médical par hasard, dans une Et tu entreprise. atterris où? Tu atterris au Canada? Tu à Montréal? J'atterris à Montréal. Moi, Ouais. ça faisait 10 ans que j'allais tous les 2 ans au Québec, au Canada anglais, aux États-Unis, en routard, sac à dos Et et Montréal. pourquoi le Canada, Sébastien? Qu'est-ce qui te plaisait dans le Canada? Alors, j'anticipe une question qui va arriver plus tard. C'est mes livres préférés. Quand j'étais adolescent, je lisais pas beaucoup, mais quand je lisais, j'étais passionné. Et j'ai lu tout Bernard Clavel. Bernard Clavel, c'est un franc-comtois. Et il faut lire ce bouquin, c'est des bouquins qui se passent au XVIIIe siècle, et c'est des gens qui partent au Québec. C'est ces francs-comtois qui sont partis au Québec. Ils partaient en Abitibi et je pense que ça m'a marqué et j'ai dit: «Un jour, j'irai au Québec». Je suis plus ce franc-comtois, j'avais l'impression d'avoir vécu cette vie-là, du franc-comtois qui partait au Québec, mais eux, c'est une autre histoire. Ils prenaient le bateau, il y avait pas de ville, il y avait pas de, on n'y allait pas en 5 heures, 6 heures comme on le fait maintenant. Et je pense que ce qui fait notre imaginaire, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a vécu. Et mon imaginaire, c'était de partir au Québec. Donc, à 17 ans, je savais qu'un jour, j'immigrerais au Québec. Je ne savais pas quand, mais je savais que je le ferais. Donc, je l'ai fait. À 29 ans, je pars au Québec et je m'imagine vivre une vie nouvelle, pleine d'espoir, dans un pays francophone, pourquoi pas. Et Être rappeur? ouais, ouais, peut-être rappeur. J'avais des chemises à carreaux à l'époque, faut savoir, hein. Je ressemblais vraiment Bûcheron? à un bûcheron Bûcheron, canadien ouais, bûcheron et canadien. voilà et au Québec il y a une tradition, c'est de faire des visites de courtoisie. C'est-à-dire que tu fais pas une offre tu es curieux, tu appelles une entreprise et tu dis: «Ben, j'ai entendu parler de vous et je voudrais bien mieux vous connaître» et on te reçoit là-bas. C'est très ouvert et
c'était des développeurs informatiques qui faisaient des systèmes de chirurgie assistée par ordinateur, c'est la compagnie Orthosoft et ils me disent: «Tu as travaillé dans l'orthopédie toi?» Je dis: «Ouais, j'ai fait des statistiques, hein, ah on a un département de production à créer, tu dois livrer un système dans 6 mois, est-ce que tu t'en sens capable?» Et cette phrase-là, je la répète à tous mes employés quand je les recrute et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que moi je sortais d'économétrie. J'avais vécu 3 ans dans une boîte à faire des statistiques et on me proposait un défi de créer un département, d'embaucher du monde, de créer ma société en fait, hein, dans une boîte qui avait pas d'expérience dans ce domaine-là et ils m'ont juste dit une chose: «Est-ce que tu t'en sens capable?» Et je te jure, je crois que c'est la et j'ai bossé jour et nuit, Ouais. j'ai et on a livré en 6 mois. On a livré le premier Navitrack à Ulm, et c'était en 2000, j'ai et là, j'ai fait en 3 ans au Québec ce que il m'aurait fallu 10 ans en France ou peut-être qu'on m'aurait même jamais donné l'opportunité. On m'aurait dit: «Est-ce que tu as le diplôme? Est-ce que tu as l'expérience?» J'avais pas le diplôme, j'avais pas l'expérience, j'avais l'envie et je m'en sentais capable voilà, et le pire, c'est qu'au bout de 3 ans, je rentre en France et je dis: «Je démissionne». Il me dit: «Ah non, on veut pas te perdre» et il me dit: «Bah, qu'est-ce que» je veux pas faire le département de production en France et ils me disent: «Bah, tu peux devenir, notre directeur des ventes en Europe» et je suis économètre. OK, j'ai fait un truc incroyable au Canada, la production et cetera, mais je suis pas vendeur, je vais pas aller vendre des aspirateurs en bon, moi, j'avais une image très négative du vendeur Ouais, et 15 jours après, j'étais en Europe, à Dijon, à l'hôpital de Dijon, qui était encore dans l'ancien bâtiment, historique là, qui est devenu, qui a été rénové et j'étais avec un pointeur laser en train de dire à un chirurgien: «Non, non, faut pas faire ça, faut faire ça». 15 jours après, j'avais pas bu de chirurgie de genou, j'avais juste été formé en théorie et je suis devenu meilleur vendeur de boîte et toujours dans le médical et je fais ça pendant, 5 ans et je vends des systèmes partout en B2B et là, je crée mon réseau. Le réseau a un point important, hein, dans notre domaine. Le médical, tu le connais, mieux que moi avec, tous ces étudiants de l'ISFC qui vont dans toutes les sociétés. Je me crée un réseau. Je deviens meilleur vendeur et la boîte est rachetée par un grand groupe américain qui s'appelle Zimmer et je me dis: «Waouh, ça c'est un choix, hein, intégrer un grand groupe» ou je reste un an dans ce groupe et je dis: «Non, jamais de la vie, je ne reste pas dans un grand groupe». Tu fais quoi? Tu habites Baume-les-Dames, donc entre Besançon et et Montbéliard Montbéliard. et tu te dis: «Bon, ma boîte vient de se faire acheter, je fais quoi? Mes enfants sont heureux», et je me dis: «Ben, écoute, tu as fait de la vente, tu as fait un département de production, tu as travaillé dans un service vente et marketing, la R&D, tu as jamais fait». Et j'ai une idée en tête et je dis que je vais faire un guide personnalisé de l'impression 3D pour l'épaule. On me demande pas ça, j'étais dans un congrès, j'avais vu l'épaule, un truc qui me semblait faisable et je vais voir, un de mes clients, je dis: «Bah, j'ai cette idée-là, je vous la fais en tant que consultant» et on me paye pendant 2 ans, je me forme et je fais de la mécanique. J'ai pas de diplôme d'ingénieur, je Mmh mh. me forme à l'ingénierie mécanique, je rencontre Céline Garcia qui m'aide pour la partie réglementaire, je forme un fournisseur pour faire un logiciel de planification de l'épaule, et ça existait pas et je fais la première mondiale en 6 mois à Dijon avec un chirurgien de Dijon. Je fais de la R&D. Je dis: «Bah, et la compagnie qui s'appelle Aston Medical, qui a disparu aujourd'hui, me dit: «Bah, Malheureusement. maintenant, tu vas faire ça pour le genou et la hanche» et je dis: «Ah non, 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 je passe à l'étape suivante, je crée ma boîte». J'ai, 39 ans, hein, c'est pas jeune, hein, j'ai Mmh. je et je me dis: «Tu étais consultant, tu as fait de la prod, tu as fait voilà, qu'est-ce qui te manque? Tu vas créer ta société». Mais je connais personne moi. Je suis à Baume-les-Dames, donc j'ai été consultant, j'ai créé ma petite structure, mais je connais personne. Et là, j'appelle, Christophe Moreau, et qui me présente à toi. Et on me dit: «Bah, tu devrais rentrer à l'incubateur d'entreprises innovantes de Franche-Comté». Je dis: «Attends, l'incubateur, c'est des jeunes docteurs de 25 ans, qui ont un super projet» et je dois être le plus vieil incubé de Franche-Comté et je rentre dans cet incubateur et donc dans ce bâtiment Tennis Innovation qui est devenu un bâtiment, important à mon cœur parce que tout se passe bien quand je suis dans ce bâtiment-là. Il est protégé et l'ISIFC est juste à côté, l'ENSEM à côté, on croise tout le monde et une aventure extraordinaire qui débute, c'est OneFit. Il me faut un 1er employé et là et j'appelle Florent, je t'appelle. Tu me dis: «Ah, je connais un gars, il s'appelle Thomas Laforêt, il est à Prague pour le moment, mais il cherche un 1er job, ou un stage». Non, c'était un 1er job et Un stage, non, un un stage. stage, il était en stage. Mmh. C'est son deuxième Mmh, stage. partage. Il avait fait son Ouais. stage, ouais, c'était son deuxième stage et moi, je venais pas trop à l'incubateur, j'étais tout seul et il arrive, son 1er jour, il y avait personne. Il dit: «Sébastien Henry, on connaît pas». Il a cru que c'était une arnaque et finalement, Thomas était mon 1er un EasyFC était mon 1er,
Mon premier et c'est là que j'ai découvert les IFC parce qu'il y a pas qu'un moi j'adore les gens des IFC, j'adore surtout la diversité, mais ça on pourra en reparler si tu veux, moi je pense qu'il y a une il y a pas qu'un seul IFC et chaque IFC est différent et Mmh. chacun apporte sa différence, chacun a son et Thomas Laforêt, alors s'il écoute ce podcast, c'est vraiment le type des pro alors tu as les profils classiques, maths sup, maths spé, et je rentre à l'ISFC et puis tu as les gens cassés. Et moi j'appelle ça les gueules cassées. C'est j'ai voulu faire médecine, à l'époque tu pouvais te présenter que 2 fois, tu rates, tu te dis: «Je fais quoi? Je vais faire un DUT pour sécuriser» et tu Mmh. t'apprends un métier et puis après tu rentres à l'ISFC. Tu as des bac +7 et je te jure c'est génial. C'est des gens, ils en veulent, ils ont un métier, ils ont un bagage, d'ingénieur et c'est, les employés, tu fais tout avec eux. Exact. Tu les Mmh. emmènes partout. Mais j'adore tout le monde, hein, j'adore on a des super profils de tous, mais ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu recrutes pas un ISFC, tu recrutes une personne qui a une formation ISFC, qui l'a pas déformée, mais qui l'a complétée dans ce qu'elle était Mmh. et j'ai pas ça dans les autres écoles. J'ai des gens formatés et l'ISFC, c'est des gens, c'est voilà, j'aime les gens. Mmh. J'aime les gens de l'ISFC, les professeurs, voilà, c'est des gens. Ouais. Il y a des gens, et c'est ce que j'aime dans cette école-là. Donc j'attends mon diplôme honoris causa, j'espère qu'il Oui. arrivera un jour, mais ou haute validation des acquis. Je pense qu'à maintenant, je pourrais peut-être Ouais, les je pense que tu justifier, peux. Bah oui, tu en as un qui l'a eu. mais voilà, Dans non, dans non, ton je équipe rigole. et dans ton équipe Pixie, tu en as un qui a eu le diplôme, par acquis d'expérience, hein. Nicolas, il a eu, son Nicolas, diplôme. voilà, Nicolas a eu voilà. son diplôme. Mais bon, bah, Et moi, forcément, ça me fait j'aime ça, j'aime les ouais, gens du GSF. Donc voilà ouais, mon parcours, OK. OneFit, qui commence là et après, voilà, mon en maintenant Donc tu mon aventure entrepreneuriale. Ouais, donc OK, bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage auprès de l'école qui m'est chère. Donc là, tu démarres OneFit Médical. Je trouve que tu démarres très vite, tu réussis très vite, Sébastien, parce que rapidement, tu as le marquage CE. Alors, c'était effectivement sous directive, mais tu as le marquage CE rapidement, tu te développes rapidement et puis après, bah, il y a enfin, il y a EOS qui arrive dans le jeu Ouais. et tu revends, cette start-up à EOS et après donc tu décides de faire un break. Je me Ouais. souviens de ça. Bah, je Tu me fais mes dis, pas alors oui, bah, ouais, ça, c'est des tu éléments mais non, mais Pixie, c'est une aventure incroyable, hein, ouais, en 2 ans OneFit? et demi, on passe Ouais, de zé OneFit, ouais, OneFit, je ouais, confonds ouais, toujours, je dis OneFit, Orthosoft, ouais, OneFit, ouais. Pixie pour moi, c'est les noms sont pas C'est importants, mais c'est vrai que ouais, c'est OneFit c'est et terrible. c'est juste incroyable. En 6 mois, en partant avec Julien Simon, un autre IFC, Mmh, avec Thomas, on part de rien et en 6 mois, on est en train de faire une première chirurgie devant 10 chirurgiens. C'était notre prototype, en live surgery, à Lyon. On signe 15 fabricants d'implants en 6 mois après, EOS devient un de nos clients et il me propose, je cherche à faire une levée de fonds de 2 millions, il me propose un adossement et c'est juste incroyable. Il y a pas une fausse note, tout va bien. C'est Céline Garcia qui c'est ça. m'accompagne encore pour le marquage CE et la certification. Donc tout enfin, Ouais, j'ai ouais. cru que tout était facile, moi. Et en Bah, fait, ouais, ouais. et non, c'était juste, mais c'est bien de commencer comme ça et c'était juste incroyable. Mais c'est un choc quand même, hein, de vivre cette expérience-là dans un délai très court. Je reste après encore 3 ans chez EOS et je perds mes parents à 6 mois d'intervalle en 2015 et j'ai 40 ans, et je dis: «Bah, non, j'ai 45 ans et je me dis: «Bon, ben, c'est quoi l'étape suivante?» J'ai envie de tout arrêter et je me dis: Ouais. «Bah, ça y est, tu le tour, tu as créé ta start-up, tu as gagné, tu as réussi, tu fais quoi?» C'est la fin de l'histoire, c'est fais autre chose, va vendre Mmh. j'ai même pensé vendre des fromages dans le sud de la France. J'ai dit parce Ouais. qu'il faut voir le prix du comté. Le prix du comté dans le sud de la France, mon cher Florent, c'est 60 balles le kilo. Ouais. Moi, je connais des fruitières dans notre région où je pourrais, donc j'ai vraiment regardé ça Mmh. et je dis: «Est-ce que Ouais. vraiment tu vas vendre des fromages jusqu'à la fin de tes jours?» J'aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais c'était plus pour m'occuper et je fais une année je me dis: «Je prends une année sabbatique». Ah, Donc ça, c'est chouette. je suis avec ma sœur, elle peut m'accompagner une semaine, on part du Puy-en-Velay et le alors le chemin, j'avais entendu parler du chemin de Compostelle, mais il y a vraiment quelque chose de mystique. Je suis pas croyant du tout, hein. Je cherchais la spiritualité du chemin de Compostelle, mais il y a vraiment quelque chose de mystique. Quand tu commences à y penser, ça te prend et ça te lâche plus.
Et tant que tu l'as pas fait, tu peux tu On peux peut pas pas comprendre imaginer. ce qui Ouais. se passe, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, je passe 15 jours avec ma sœur la première semaine, elle m'accompagne et je finis, je continue tout seul. Et c'est des rencontres et c'est des soirées, à refaire le monde et tu marches, tu as mal aux pieds, tu avances, tu te demandes et en fait, c'est là que j'ai compris, ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est le C'est pas chemin, l'objectif, c'est le c'est le chemin. temps que tu passes et voilà, des trucs qui sont assez basiques à dire, hein, mais en fait, quand tu les vis, j'attends qu'une chose, c'est d'y retourner. Ah ouais? Je s bah, en fait, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai dû m'arrêter, après avoir passé du côté espagnol. J'avais fait 800 kilomètres, mais il y a pas de bout, en fait. Il y a jamais de bout. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient fait l'aller-retour et qui s'étaient pas arrêtés. Il y a des gens après Compostelle qui continuent et donc Compostelle, pour moi, ça reste une expérience de vie, une expérience où on pense qu'à soi. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à À fond. 200. Ma femme, d'ailleurs, me le reproche. Et là, je pense à rien. J'avais emmené, pour te dire, j'avais tellement peur de m'ennuyer, j'avais emmené plein de podcasts sur mon téléphone. J'ai quand même emmené mon téléphone. Mais les podcasts, j'en ai pas regardé un, j'en ai pas écouté un. J'avais peur du silence, j'avais peur de l'ennui. Il n'y a pas d'ennui. Heu et bien sûr, tu reviens avec plein de résolutions, pour changer ta vie et cetera et en fait, j'ai reparti Pixie peut-être pour la mauvaise raison, pression sociale, «Ah, tu vas pas rester sans rien faire», pression des investisseurs: «On a fait un gros deal avec toi, vivement que tu reprennes», pression de la famille, et bon, il a pas fallu me presser beaucoup, hein, parce qu'il y a aussi une boule à l'intérieur de mon ventre, et c'est physique, qui me disait il me manquait ce contact social avec les gens, mais j'aurais pu aussi partir sur autre chose et je pense que tu sais, le terme serial entrepreneur, c'est un Mmh. terme, qu'on entend, mais je pense que c'est une drogue aussi, avec ses effets positifs et ses effets négatifs. Mais voilà, je pense que je suis toujours drogué à l'entrepreneuriat. C'est ma seule drogue, hein, je Ouais. fume pas, je bois pas, Ouais, mais tu as mais toujours c'est des une vraie projets drogue, plein hein. la tête. Ouais, tu as des projets plein la tête. Moi, Et je me rappelle au début de OneFit, tu me disais: «Mais moi, je peux arrêter, quand je veux, j'ai plein d'autres idées» et j'imagine qu'aujourd'hui, ça a pas changé. Tu as encore plein d'autres idées, que celles que tu développes avec Pixie, j'en suis sûr. j'ai 200 idées à Ouais, la minute, à la minute, ouais. Ouais, ouais. ça Ouais, muse, ça mais ouais. j'adore ça, c'est pour ça que mais c'est très difficile. Des fois, j'ai envie de faire plusieurs projets en même temps, je peux pas, j'ai des investisseurs, et c'est impossible. En temps, aujourd'hui, il faut arriver à aller au bout d'un projet et les projets monopolise encore plus de temps, surtout avec la taille qu'ils prennent. Quand tu prends un OneFit, on était à 25, aujourd'hui Pixie, c'est 50 personnes, Mmh. une filiale aux États-Unis, 3 employés aux États-Unis, des clients partout dans le monde, c'est impossible de mais c'est vrai qu'il y a quand même cette frustration de ne Mmh. pas pouvoir, faire aboutir tous les projets que j'ai, mais c'est une frustration limitée, Ouais, ouais. je Et tu arrives à déléguer, sans problème là toutes tes parce que tu peux plus tout faire tout seul, quoi. Quand tu étais petit avec OneFit, tu pouvais encore t'occuper de la RH, tu pouvais mais maintenant tu es obligé eh ben, de déléguer, un maximum de choses, quoi. Pixie a failli couler à cause de ça, de mon inca en fait, j'avais du mal à déléguer, pas parce Ouais. que enfin, je prenais la charge tout le temps sur moi Bah et c'est ouais. un de mes Mmh. défauts. C'est pas que je voulais pas déléguer, j'ai entièrement Mmh. confiance aux gens, mais quand je délègue vraiment, assez brutalement et c'est des fois difficile à vivre, mais c'est plutôt la partie, hem si je veux que ça avance, faut que je le fasse, Il ce faut que qui tu est une fasses. erreur, hein, c'est Ouais. une erreur. Attends, je dis pas que c'est Ah juste, bah, mais je c'est ouais. et là, ça fait 1 an alors je me suis fait accompagner, hein. Moi, je croyais pas aux formations coaching. J'ai trouvé 2 coachs qui m'ont vraiment aidé à Des coachs comprendre qui j'étais. qui sont sur l'écosystème byzantin ou qui sont dans le sud? Non, 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 Ils non. sont dans le Alors, il y sud? a un coach, ça a plus ressemblé presque à une psychothérapie. Ouais. Alors je le recommande, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait comprendre qui j'étais. Et tu sauras que et c'est là que j'ai compris, j'ai retrouvé qui j'étais quand j'étais jeune. Je ne veux pas partir dans des délires, comme ça, mais il y a la personne que tu crois que tu montres, c'est le chef d'entrepreneur sûr de lui, qui est à l'aise devant les audiences Mmh. et en fait, j'ai un autre côté qui est quelqu'un de beaucoup plus introverti, qui se nourrit d'informations et qui stresse quand il maîtrise pas tous ces sujets et ça, c'est une dualité que tu as, c'est-à-dire que ça, c'est qui tu es dans ton fort
ton toi profond, et il y a cette partie plus exubérante, Mmh. le chef d'entreprise. Mais tant après le but, c'est pas de l'expliquer à tout le monde, c'est de le comprendre toi-même, et j'ai découvert à 50 ans qui j'étais, et je te jure, tu vis mieux ta vie quand tu comprends qui tu es, et je croyais que c'était pas Tu important ces choses-là, mais en fait, quand Ouais. tu comprends qui tu es, tu arrives mieux à comprendre que les autres sont déjà juste différents de toi. Puisque toi, tu n'arrivais pas à comprendre qui tu étais, comment tu vas, accepter que les autres c'est accepter que les autres soient aussi différents de ce que tu voudrais qu'ils soient? Et je pense que j'ai fait un gros progrès là-dessus, qui m'a permis, de créer un COMEX, donc des directeurs aujourd'hui en qui j'ai entièrement confiance, et j'accepte leurs différences, et j'ai appris à devenir CEO d'une compagnie, hem qui est en pleine croissance, et ça demande une autre, en fait, il y a la génération, il y a la phase 1 Pixie, start-up, et aujourd'hui, Pixie avec un CEO qui a des directeurs d'expérience à qui je délègue, et des employés, qui construisent ensemble, le futur, et surtout d'un Pixie qui pourrait vivre sans le fondateur, Mmh. et je dis pas que je suis inutile, mais qui pourrait vivre sans le fondateur, et ça, c'est des choses que souvent on oublie de faire, parce qu'on est tellement né dans le guidon, et faut je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on doit à un moment avoir, donc même à 54 ans aujourd'hui, je progresse encore, je m'améliore, C'est j'essaye de beau. faire, mais Ouais. c'est pas encore c'est ma femme te dira que c'est elle ne me voit pas assez, même elle aussi, quand tu es je travaille une partie dans le sud, hein, quand j'habite dans le Oui. sud maintenant, elle me dit: «Même quand tu es là, tu es encore avec Pixie». Pour moi, Mmh. Pixie, c'est sa concurrente, hein, Ouais, 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 je directement. Donc comprends. ça, il faut faire attention ça dans une vie de couple, il y a Et beaucoup de puis en couples plus ouais. qui supportent Et pas en ça. plus, donc là, tu fais les allers-retours, Toulon-Besançon régulièrement, et puis maintenant que tu es aux États-Unis, j'imagine que tu passes aussi beaucoup de temps aux États-Unis? J'imagine. Oui, beaucoup de temps aux États-Unis, de plus en plus, ça s'accélère, et ça demande une organisation, encore différente. Mmh. Ils veulent voir le CEO, les Américains, ils veulent Bah, voir le fondateur, et alors, mais j'ai même eu des investisseurs qui ont refusé de venir si je m'installais pas aux États-Unis. Je voulais pas m'installer aux États-Unis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver cet équilibre avec quand même une équipe à Besançon qui fonctionne très bien, l'équilibre avec, ma vie personnelle, et ces quelques voyages aux mais États-Unis. C'est pas une contrainte, mais ça demande c'est ça, j'ai finalement je vis différemment d'il y a 1 an, et surtout d'il y a 5 ans. exactement. OK. Alors on a pu, voir un petit peu en détail là ton parcours et ce qui t'a amené à créer OneFit puis Pixie. C'était passionnant. Quelles sont les différences, parce qu'on en a déjà parlé dans le passé, mais, entre l'évolution, enfin, le développement de la solution OneFit et le développement de la solution Pixie, entre les deux histoires, est arrivée la règle, enfin le MDR, le nouveau règlement, j'aime pas dire le nouveau parce qu'il est maintenant âgé, hein, ce règlement là, il date de 2017. Qu'est-ce que tu retiens toi de ces évolutions réglementaires? Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est marrant parce que moi, les chefs d'entreprise te diront, «Le règlement, j'aime pas, à quoi ça sert?» et cetera. Moi, j'adore le règlement. J'aime les choses qui sont, mais j'aime la loi et j'aime la loi française, et il y a des absurdités dans la loi française. Donc il y a des absurdités dans tout règlement, dans tout, c'est pas le MDR en particulier. Ce qui m'a dérangé, moi, en tant que chef d'entreprise, et qui a failli couler Pixie, c'est la mise en place de ces éléments-là, la préparation, la désorganisation, des organismes notifiés qui ne savent pas comment l'appliquer, et en fait, nous, il a fallu 1 an et demi pour traiter notre dossier. Donc, moi, je l'ai pas mal vécu, hein. Je trouve qu'il y a des choses plutôt intelligentes. On critique parce qu'on aime bien critiquer, on est français quand même, on va pas quand même, s'enlever ce côté-là. Mais je l'ai pas mal vécu, et j'ai été accompagné, alors, j'ai la chance d'avoir des équipes, formées et sensibles à ces choses-là, qui m'ont expliqué le comment du pourquoi, et voilà, c'est plus que, aujourd'hui, développer un produit me coûte, 80 000 €. Là où ça m'en coûtait 5 000 avant. Donc ça, je ne peux pas l'accepter, et qu'on me demande de faire des études cliniques ou des validations cliniques pour des logiciels, au niveau d'un médicament, et ça, je l'accepte pas non plus. Donc pour moi, ça, c'est des absurdités, et le pire, c'est que je pense qu'on fait pas des meilleurs produits qu'avant, et je pense même qu'on fait des moins bons produits qu'avant. On Ça nous pousse à faire des produits moins bons qu'avant. Mais j'ai la chance d'avoir des équipes
qui s'engagent là-dessus, mais quand elles me disent: «On a passé quand même 40% de notre temps à faire des choses qui étaient pas utiles pour la qualité et la sécurité du produit, on l'a fait parce qu'il fallait le faire, parce que c'était la loi». Et ça m'embête. Je pense quand j'ai connu dans les années 2000, les logiciels de navigation d'orthographe qui étaient de l'autocertification et je pense pas qu'on faisait des moins bons produits. Et qu'il y ait des normes, il en faut. Tous les progrès qu'on a fait sur la usability, tous les progrès qu'on a fait sur les tests même, mais aller chercher dans des instruments en métal, la composition, limite chromosomique, il y a pas de chromosomes dans le métal, mais je veux dire à un moment, moléculaire du truc, ah, il faut arrêter. À un moment, ça à mon avis, ça va trop loin mais ça, c'est globalement dans notre système, c'est pas le médical, hein, c'est nos systèmes qui acceptent plus le risque et cette notion de risque est devenue quelque chose qui n'est plus bien géré au niveau de nos civilisations. On n'accepte plus le risque. Donc je pense que c'est juste une conséquence d'un changement de civilisation qui va pas, à mon avis, dans le bon sens. Mais voilà, c'est tout. On s'adapte. Une start-up, on a la chance, nous, c'est d'être flexible, mais je pense pas qu'on fasse de meilleurs produits aujourd'hui, mais qu'on s'est amélioré dans la conception de nos produits quand même. Donc tu vois, c'est quand même cette dualité-là qui est un peu perturbante. Mais moi, je vis très bien, on a une équipe réglementaire qui est composée de 3 IFC et dirigée par, Lucie Pêcheur, qui est une perle, hein, tu ne peux pas ne pas aimer le réglementaire avec Lucie. Avec Lucie, ouais. Ouais, donc et tout le monde et même nos équipes, de développement, qui sont des EasyFC, notre chef de projet est EasyFC, chef de projet genou, notre chef de programme, EasyFC, voilà, ils sont tous ce qui est bien, c'est que, tu vois, c'est des gens, ils sont formés, ils comprennent le business, on fera jamais rien pour la sécurité du patient, mais ils arrivent à me sortir des produits quand même dans des délais qui sont juste incroyables, en répondant aux demandes du GMED et je pense que le GMED est très satisfait, on a été audité par la FDA, tout n'est pas lié au règlement, hein, il y a la certification, Mmh. mais je pense que je suis assez fier du travail réalisé par les équipes sur ces sujets-là. Donc le MDR, OK, mais vraiment important, c'est que la FDA, je la trouve plus pertinente. L'organisation, je l'ai dit, alors moi, il y a 10 ans, tu m'avais invité aux premières journées, j'avais dit: «Moi, je rêve de la Rentrez FDA» et tout le monde m'a sauté dessus en me disant: «Ah non, c'est mieux nos organismes notifiés» et cetera. Je continue à dire que la FDA nous pose des vraies bonnes questions, que leurs analyses sont pertinentes. Je ne dis pas qu'on n'a pas des bonnes questions du GMED et des organismes notifiés, hein. Je dis juste, j'adore la FDA, c'est 3 mois, c'est 5 000 balles, c'est des bonnes questions et j'ai pas le produit sera pas qualifié de la même façon. Donc, je pense dans l'efficacité, je me sens plus à l'aise aujourd'hui et il y a une vraie question aujourd'hui des startups qui ne vont plus faire leurs produits en France, qui vont les faire en Australie, qui vont les faire aux États-Unis. Donc, je pense qu'au niveau de la souveraineté, il y a un vrai sujet, global à discuter. Mais Mmh. fondamentalement, la MDR était quand même partie d'une bonne intention. On va arriver sur les questions personnelles maintenant, Sébastien. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours professionnel? C'est OneFit, c'est Pixie, c'est Orthosoft? Non, C'est c'est les équipes que j'ai pu, les équipes que tu as réunir autour réunies? de ces projets-là. Moi, une société n'existe pas sans les équipes qu'on a, mais c'est pas il y a on peut avoir des mauvaises expériences avec des équipes, hein, et je peux être responsable de certaines, mauvaises expériences, mais quand je viens chez Pixie, c'est les gens que j'aime retrouver. Voilà, c'est ça. C'est Mmh. chaque fois, c'est des familles. Tu crées des familles, tu crées des choses qui sont juste uniques. Je suis pas le père de je suis pas du Non, tout du non, mais sens ouais. paternaliste et j'ai pas de bureau à moi, hein, chez Pixie, moi je me sens partie de ces équipes-là. Alors cette double casquette un peu de chef, machin, mais l'équipe, toujours, toujours et uniquement. Qu'est-ce qui te rend heureux le matin quand tu vas justement chez Pixie ou quand c'est quoi qui te plaît dans ton quotidien? C'est les non-conformités, les non. Non, toujours Si, pareil. c'est pour t'améliorer. La réunion des non-conformités, j'attends ça ou la revue, qualité, non, ça j'adore ça, j'attends ça et j'attends ça, hein, toute Ouais. l'année, j'attends quand va être cette réunion-là. Non, toujours des équipes, vraiment, Mmh. Ouais. et c'est coïncidence que ces 2 C'est le questions viennent, relationnel. mais Mmh, quand mmh. je viens chez Pixie, c'est, retrouver les gens, Mmh. les revoir dans le voilà et pouvoir les aider à et le partage
et la transmission. J'aime beaucoup la C'est quoi, transmission. c'est quoi la fréquence, Sébastien, de tes arrivées à Besançon? C'est une fois tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 Alors semaines? avant, c'était toutes les semaines, je suis passé à tous les 15 jours et pour laisser de la place à mes directeurs, j'essaie de venir toutes les 3 semaines, mais je peux être là, Ok, 2 semaines, ou voilà, c'est au minimum une fois toutes les 3 semaines. d'accord. Est-ce qu'il y a dans ton parcours des personnes qui t'ont influencé? T'ont Il y a des inspiré? personnes qui m'ont impressionné et il y en a pas beaucoup, mais des personnes que des leaders. Voilà, moi j'ai toujours aimé les leaders, qui m'apportaient quelque chose. Pas les leaders autoritaires, les leaders et j'en ai connu 2 ou 3 dans ma carrière. Mon premier patron, chez Protec, monsieur Maurice Maître, qui était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui était pas un leader charismatique, mais c'était une personne brillante, intelligente et j'en ai rencontré, quelques-uns comme ça et c'est vraiment des personnes que je peux suivre au bout du monde, quoi. C'est vraiment, ce côté, vraiment ils sont forts. Ouais. Mmh. Ok. Est-ce que tu as des passions? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans tes moments libres, là? J'ai ma femme te dirait mon ordinateur. Je m'intéresse à tout, alors toutes les nouvelles Ah, technologies, il faut suivre, hein. côté. Alors en ce moment, je suis dans les IA, comme tout le monde, hein, dans les agents IA, je m'intéresse à tout. Mes enfants m'ont parlé de crypto-monnaie, je suis allé, travailler sur des algorithmes de management de crypto-monnaie. Je m'en fous, de ça, c'est juste, me poser des problèmes que je vais pas perdre du temps à résoudre, en plus de la gestion de Pixie. Donc, tout le temps, c'est des curiosités, des problématiques, technologiques et des résolutions. Il y en a qui font des mots croisés. Moi, je cherche, Mmh. à mieux comprendre les technologies et à faire ça donne toujours idée de projets qu'on pourrait utiliser, finalement dans le médical. Il y a quand même toujours un lien de comment on pourrait exploiter ça, d'un point de vue, alors médical, je pense que j'aime ça quand même. Mais Ouais. voilà, mes passions j'ai pas de passion, j'aime la marche à pied parce que j'ai fait Compostelle et mais Mmh. je prends pas le temps. Mmh. Mais Pixie est une passion, hein. La gestion d'une entreprise, c'est une passion. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler dans ma vie. Si les personnes se disent qu'elles vont au travail le matin et je Mmh. leur dis aux gens de Pixie: «Si vous êtes pas heureux, faut pas rester chez Pixie. Restez pas pour le salaire. Trouvez-vous un boulot où vous vous éclatez» parce qu'on passe assez de temps au travail pour ne pas le faire, au moins de manière agréable. Mais si on peut le faire avec passion, la vie, elle est géniale. Mmh. Vivre sa vie de sa passion, on peut le faire en tant que chef d'entreprise, on peut le faire dans n'importe quel travail, mais il faut aimer son travail. OK, et on va finir par, le quiz rapide, en guise de conclusion. Je vais te demander de répondre, assez rapidement à ces 6 questions. Sébastien, ton film préféré ou le dernier film que tu as vu? Pas j'ai honte. Le jour de la marmotte. J'adore le Ah ouais? jour, Ah ouais? la journée qui se termine Ah ouais? pas et que tu Ouais, vas t'améliorer jusqu'à apprendre le piano, la ouais. littérature italienne, j'adore Andy McDowell aussi, mais Ouais, ouais. c'est un film, que je peux regarder, plusieurs fois, j'aime bien les films sur les histoires de temps qui se renouvellent, sans arrêt. C'est quelque chose que j'aimerais bien vivre, parce que j'ai pas assez de temps. En fait, le temps me manque et j'aime ce film-là par rapport à ça. Ouais. Eh ben, je cautionne complètement ce choix-là. Ta boisson et ton plat préféré? Ma boisson. Ouais. Le Pontarliani ou le un Ah truc du non, coin? non, ah non, non, ah si, si, ah, en fait, là, la suce tonique. Ah, la Suze tonique, ouais. Ouais. OK. Ah, ma grand-mère buvait de l'acide, je trouvais que c'était une boisson de vieux Ouais, et la ouais, suze avec le tonique, c'est ma boisson favorite. d'accord. Et ton plat préféré? La saucisse de Montbéliard? Le plat préféré, oh attends, faut pas que je fasse de gaffe, si ma femme écoute, Ouais. non, honnêtement, j'adore le couscous. Le couscous, Couscous? j'avais une grand-mère alsacienne qui faisait du couscous. Elle faisait de très bonnes choucroutes, mais son couscous était meilleur. Ma Ouais, belle-mère fait du couscous et j'adore le couscous. OK. Un livre ou un auteur à recommander? Bah, je pense que tu as un peu répondu à la Ouais, à la c'est ça, question au départ, ça c'est reste, Bernard Camus? je lis beaucoup, hein, alors j'ai des périodes où je peux alors là aussi ma femme me quand je lis, je fais plus que ça. Je lis et je vais Ouais. lire, et ça me voilà, c'est Bernard Clavel, clairement, Mmh. j'ai beaucoup d'autres, mais pour, faire le lien avec ce Et qu'on a discuté, vraiment ouais, Bernard c'est Clavel. Bernard Camus. Et aujourd'hui, tu lis, tu es sur une lecture là ou pas du tout? Non? Tu lis Non, pas je lis encore? vraiment Pas trop? l'été, c'est vraiment les mêmes romans de plage que tout le monde lit. OK, OK. Si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, à part toi, Sébastien, tu serais qui? Personnage historique, je Ouais, ou un je ouais, ou ouais, ça c'est, heu
Ou un héros d'aujourd'hui, Un hein, export. Hein? ou un héros d'aujourd'hui, fictif ou réel. Je sais pas, j'ai jamais été héros. Non, bah, personne, tu vois? Personne. Ok, Il y a pas un t'as pas. personnage, Ok, qui ouais, non, pas de problème. aucun. Si tu étais une destination, Le Québec, le sans Québec, hésitation. sans hésitation. Et si tu étais un DM, ou si tu devais inventer un DM là, demain, Sébastien, ce serait lequel? Le DM qui arriverait, oh, je pense le robot autonome, mais le vrai robot autonome. IA, complètement autonome, pourquoi pas pour la chirurgie orthopédique. Je me suis pris un délire avec un chirurgien américain qui m'a dit: ouais, c'est peut-être ça». J'y crois pas encore, mais c'est vraiment dans l'idée de la continuité, dans ce que j'ai envie de faire. Il y a peut-être un autre DM que j'aurais envie de faire, mais dans la continuité, pourquoi pas? Mais je dis pas que c'est ce que je ferai et ni ce q mais c'est aller plus loin dans l'application des nouvelles technologies aujourd'hui qui se développent, dans le domaine que je maîtrise le mieux parce que c'est plutôt facile. Voilà, la voiture autonome, le robot autonome, mais le vrai robot autonome, voilà. Mais c'est pas pour remplacer le chirurgien, hein, c'est si ça apportait vraiment un bien et vraiment un DM qui montre son efficacité sur les patients parce que souvent on oublie ça. On pense technologie, on pense résultats cliniques sur certains aspects, mais où est l'intérêt du patient dans tout ça? À un moment, c'est des vraies questions, auxquelles je m'intéresserai par rapport à ce DM-là. Et merci beaucoup, Sébastien, pour cette discussion, comme toujours avec toi, qui était passionnante. Tu C'est changes pas. gentil. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, mais c'est toujours ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt. Au revoir.